elle ne date pas d'hier, elle date du début de l'offensive russe de ces derniers jours. On va regarder exactement ce qui se passe. Michel Goya, vous allez nous faire un décryptage. Voilà, ça se passe quelque part entre Belgorod et Kharkiv, dans des bois. C'est le point de vue, vous le voyez, ukrainien. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette vidéo, Michel ? Est-ce que c'est comme nous, l'intensité des tirs ? Pas tant que ça en fait, mais c'est pas si intense que ça. On est dans une zone, là on est à Vovtchansk, c'est une des 2 zones d'attaque sur la frontière, c'est la zone la plus à l'est sur la frontière. Moi ce qui me frappe c'est qu'on est dans un espace qui est relativement ouvert, on n'est pas dans les guerres de position, de guerres de retranchement comme dans le Donbass, on est un espace où on peut manœuvrer, où il n'y a pas énormément de force de part et d'autre, donc il n'y a pas une très grande densité de force, et donc on retrouve d'une certaine façon un peu ce qu'on appelle du combat de manœuvre, on peut bouger, on peut combattre, on voit il n'y a pas de tranchée là par exemple, on se bat toujours à distance, on voit personne, on voit pas de Russes là. À votre avis, ils sont à combien là au bruit, ils sont à combien là, c'est les bruits, c'est des bruits de tir ou des bruits d'obus en fait aussi. Bruits de mortier, donc c'est pas très loin, ils sont à quelques centaines de mètres. Mais comme d'habitude, on voit pas grand-chose. C'est toujours pareil, les hommes sont couchés, il y a de la fumée, il y a de la brume, on voit quelques explosions au fond. Les Russes sont pas loin. Eux aussi doivent être de la même position, ils doivent être couchés et ils essaient de comprendre ce qui se passe. Ils essaient de savoir où sont, et ça c'est très difficile, où sont les adversaires, où sont les combattants adverses. On fait ça, comme on ne les voit pas, on fait ça un peu au son. On essaie de déterminer d'où viennent l'origine des tirs, quelle est l'origine des tirs. Mais c'est toujours très confus. C'est toujours très compliqué, c'est toujours un peu long et on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose en réalité. Enfin, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, pardon. Moi, quand je vois ça, je me dis... Le pas grand-chose, c'est pas un jeu vidéo, là. Le pas grand-chose, ça peut être très intense. Oui, c'est très intense. On pourrait rester comme ça pendant des heures et faire tirer dessus. Et puis, oui, effectivement... Il y a quand même des hommes qui se font tirer dessus et qui ripostent. C'est... Bon. Oui, mais je veux dire, ça bouge pas beaucoup. C'est la guerre, c'est vous. Non, mais ça bouge pas beaucoup. Mais c'est un combat dispersé. Alors, il y a bien comprendre, c'est pas une offensive majeure, il n'y a pas énormément de force, mais on est dans un espace qui est beaucoup moins défendu par les Ukrainiens que sur le Donbass, et donc ça peut bouger effectivement. Juste un petit mot. Oui, comment freiner l'offensive russe ? En fait, il y a une tactique russe là. Michel le dit, il n'y a pas beaucoup de soldats ukrainiens dans cette région, et l'offensive russe, elle a pour but justement de dépeupler un peu les régions du Donbass pour faire venir, absolument. On y vient, justement, ça c'est tout notre sujet, mais pardon, Catherine, je voulais vous poser une question sur ce qui s'est passé depuis vendredi, parce que d'après Litvinenko, un officiel ukrainien, on va l'écouter ou pas d'ailleurs ? Je ne sais pas, non, on le lit, c'est une citation. L'offensive russe dans cette zone était attendue, car le renseignement a fourni les informations à temps et les militaires ukrainiens étaient prêts. On a dit complètement le contraire hier. C'est-à-dire qu'on a on a cité des officiers ukrainiens, et on va voir ces citations contradictoires, qui dit il n'y avait aucune ligne de fortification, l'ennemi est entré facilement dans la zone. Voilà ce que disait hier un officier ukrainien à Vovtchansk. C'est peut-être faussement contradictoire, mais où ils étaient prêts et ils avaient des lignes de défense solides, ou, comme le dit Litvinenko, comme le dit l'officier, non, on n'était pas prêt. Non, mais alors il y a 2 choses qui sont trier le grain de livret dans ces déclarations, c'est qu'on savait depuis un moment que les Russes allaient tenter une opération sur Kharkiv. Tous les états-majors occidentaux en parlaient.
En revanche, effectivement, il y a des points de faiblesse assez graves dans cette région du côté de l'armée ukrainienne. C'est pour ça qu'il y a plusieurs témoignages de militaires qui s'insurgent un peu contre cette situation, parce qu'évidemment, c'est leur vie qui est en jeu, et celle de leurs camarades. Et c'est aussi vraisemblablement pour ça que les Russes ont décidé d'attaquer dans cette zone, parce qu'ils espèrent visiblement percer. C'est ce qu'ils sont en train de chercher, de voir justement où sont les points les plus fragiles, parce qu'il n'y a pas suffisamment de... Est-ce qu'ils étaient prêts ou est-ce qu'ils n'étaient pas prêts? On a deux informations contradictoires. C'est l'inquiétude pour les alliés des Ukrainiens, c'est qu'il y ait effectivement un ou plusieurs endroits du front dans cette région qui cèdent. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, les Ukrainiens vont aller directement sur Kiev, ni même Kharkiv. Mais c'est ce qu'ils sont en train de tester, là, les Russes. Parce que quand il dit, Litvinenko, l'offensive russe dans cette zone était attendue. Nous-mêmes, nous disons depuis des semaines et des mois, ce sera, on cite les Ukrainiens, ce sera fin mai. Donc, ça arrive mi-mai. Mais la phrase qui retient mon attention, c'est les militaires étaient prêts. Non. Les militaires n'étaient pas prêts. Visiblement, puisque le chef de la région a sauté, le chef militaire. Oui, d'ailleurs. Exactement. Ils étaient prêts, ils attendaient effectivement quelque chose, une opération, une attaque. Ils n'étaient pas forcément obligés de fortifier vraiment sur la frontière. Les premières lignes, c'est celles qui sont les plus frappées, c'est celles qui sont les plus touchées. Quand on s'organise un peu en profondeur, on a des éléments qui sont plutôt légers devant parce que c'est eux qui vont être tapés. Et puis, les vraies lignes de fortification, elles sont plus en arrière. Donc, elles sont au devant, directement au nord de Kharkiv. Là, ce sera beaucoup plus dur. Maintenant, ça, si vous voulez, c'est un plat théorie. Donc, c'est pas complètement choquant que les Russes puissent avancer relativement facilement dans cette zone qui est peu densément défendue. On dit 30 000. C'est beaucoup, 30 000 Russes. Il n'y a pas 30 000. 30 000 Russes qui attaquent. Il n'y a pas 30 000. Il y a exactement... il y a 6 régiments qui ont été engagés. 6 régiments, c'est entre 6 000 et 10 000 hommes qui sont directement engagés en première ligne. Même Litvinenko, environ 50 000. Ceux qui sont en face des soldats que l'on voit ici. Là, voilà. Environ 50 000 étaient à la frontière, 30 000 sont passés à l'attaque. Sont dans les provinces de Belgorod, de Bryansk, etc. C'est tout l'ensemble. Mais je veux dire, là, qui participent à cette opération, il y a un corps d'armée et actuellement, il y a 6 régiments. Et ça représente entre 6 et 10 000 hommes qui ont directement attaqué. Ça, ce sont les unités de manœuvre. On va quand même écouter Litvinenko. Litvinenko, il dit pas tout à fait ça, on l'écoute. D'après leur rapport, les militaires sont prêts à repousser les assauts et se battent avec acharnement. Mais les Russes sont nombreux, très nombreux. Ils étaient environ 50 000 à la frontière. Aujourd'hui, ils sont bien plus de 30 000 à attaquer. 30 000 attaques. Oui, non mais... C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup, 30 000? Non, mais 30 000 en soi, c'est beaucoup. Mais derrière, vous avez... Non, mais c'est en comptant tout ce qui est derrière, en comptant l'artillerie, en comptant toute la logistique, en comptant tous les éléments qui sont derrière. Mais directement à l'attaque, ceux qui se battent, ce qu'on appelle les unités de manœuvre, les fantassins, les blindés, etc. Il y en a... C'est pas tant que ça. C'est entre 6 000 et 10 000. Non, c'est beaucoup moins que dans le Donbass, par exemple. Sur les différents axes d'attaque russes dans le Donbass, il y en a beaucoup plus. Néanmoins, ils sont passés à l'attaque. Ah oui, bien sûr. Ils ont intensifié leurs actions de façon spectaculaire. Et la question, c'est résister comment? Vous l'avez évoqué. Première piste, évidemment, c'est faire remonter des soldats ukrainiens qui sont positionnés à d'autres endroits du front, comme Kherson dans le Donbass, et Donetsk, et les faire remonter vers Kharkiv. Et là, à ce titre-là, je voudrais qu'on s'arrête sur la citation de Boudanov, le chef du renseignement, qui dit ceci ce matin. C'était une conversation téléphonique avec nos confrères du New York Times hier matin. Toutes nos forces sont soit ici, Kharkiv, soit à Chassiv-Yar. On va voir la carte. J'ai utilisé tout ce que nous avions. Malheureusement, nous n'avons personne d'autre dans la réserve. Oui. Donc, si on fait remonter, comme vous le suggériez, Gilles, ce que veulent les Russes, eh bien, on dépoile les... C'est ce que veulent les Russes. C'est ce que veulent les Russes, parce que les Russes veulent... Parce qu'il n'y a pas de réserve. Les Russes veulent pouvoir agir dans le Donbass. Donc, pour pouvoir agir dans le Donbass, ils attaquent au nord de Kharkiv, pour que les Ukrainiens soient obligés de dépeupler un peu Chassiv-Yar et de remonter ses troupes, ce qui est déjà le cas, je crois, de la 92e brigade ukrainienne, qui est en train de remonter
vers Kharkiv. C'est déjà le cas? Oui. Les hommes sont déjà en train de quitter Non, mais ces points du front. le problème, c'est, on voit la carte, mais le problème, c'est que justement, il n'y avait pas de ce qu'on appelle des réserves générales, mais qui ne soient pas très loin de Kharkiv. Là, on est obligé, les Ukrainiens sont obligés de retirer des forces qui sont sur le front. C'est ça le vrai problème. Voilà. C'est-à-dire que globalement, non, mais ils ont. Alors, on parle il y a différentes crises dans l'armée ukrainienne. Il y a une crise des missiles antiaériens, enfin de la défense antiaérienne, une crise des obus d'artillerie, et puis il y a une crise des unités de combat, d'infanterie. Ça manque d'unités, en particulier d'infanterie, mais d'unités de combat, de brigades de manœuvre, on appelle ça. Donc les unités blindées ou d'infanterie. Bon, les Ukrainiens, ils en ont actuellement 87 de brigades. Ils en ont formé que 7 depuis un an de plus. C'est ça que le vrai problème. Et sur ces 87, elles sont. Vous en avez au moins 70 qui sont sur toute cette ligne de Kherson jusqu'à Kupiansk et jusqu'à la ligne de front. C'est-à-dire qu'en arrière, vous avez à peu près une dizaine de brigades qui sont en formation, qui sont en instruction. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Ils n'ont pas réussi à créer plus d'unités qui leur auraient permis de faire des rotations, d'avoir des éléments de réserve, et qui leur auraient permis tout de suite de lancer ces éléments de réserve qui auraient été, je ne sais pas moi, du côté de Dnipro ou Poltava, qui seraient montés tout de suite sur Kharkiv. Ouais. Donc là, c'est effectivement, comme disait Gilles, un des buts de cette opération russe, c'est d'attirer des forces ukrainiennes dans ce secteur. Ce que souligne Michel est essentiel. On a beaucoup parlé du manque des armes des Ukrainiens, mais il y a un problème de fond qui est celui des effectifs, puisqu'ils en sont à faire passer une loi pour, eux, à leur tour, vider les prisons. Oui, on en a parlé la semaine dernière, mais ça c'est sûr. Et donc là, c'est le manque criant et d'armes et d'hommes. À ce titre-là, on a parlé de Chassivyar. Chassivyar, c'est ce que dit Boudanov. Moi, ils sont tous là, mais j'ai pas de réserve. Les Russes, ils poussent du côté d'Advivka également. Oui. Et ça, c'est intéressant d'en savoir plus avec Jérôme Garot, qui est précisément côté russe, envoyé spécial de LCI. Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous. À quelques kilomètres, donc. Bonjour. Bonjour à vous. Les Russes poussent et en effet, Jérôme, ils n'attendent qu'une chose, c'est que les Ukrainiens dépouillent les forces dont ils disposent là où vous êtes, à Advivka, pour percer. Oui, parce que vous avez des combats qui sont toujours très violent. Alors là, on se trouve à Donetsk, juste au nord d'ici, vous avez cette ville d'Avdiivka. On s'est rendu hier, on a juste pris la voiture, roulé à peu près 20 minutes, et on s'est rendu dans la périphérie d'Avdiivka. Alors d'ailleurs, sur la route, vous voyez assez peu de matériel lourd, de blindés, de chars russes, parce que c'est une route qui est très surveillée par les drones ukrainiens, par les drones suicides, donc c'est plutôt des manœuvres, des transports qui ont lieu la nuit. Une fois qu'on était là-bas, vous entendez vraiment, évidemment, l'artillerie qui tonne, mais surtout le bruit des armes automatiques qui ne se tait quasiment jamais, c'est vraiment en continu tout autour de vous. Donc vous comprenez que ce sont des combats évidemment de fantassins. C'est là que l'armée russe progresse depuis 3 mois. En 3 mois, il y a eu à peu près 300 km carrés de terrain et une vingtaine de petits villages qui ont été conquis. Mais c'est une progression qui est très lente, qui se fait parfois mètre par mètre, comme je vous le disais, avec des fantassins. Alors on a observé plusieurs choses, nous, ces derniers jours. On a fait des tournages pour TF1 et pour LCI le long du front. On a vu déjà une nouveauté. Vous avez énormément de soldats russes qui se déplacent à présent à moto. Et ce n'était pas du tout le cas avant. Ah, alors c'est dommage, en pleine phrase. Je veux dire. Oui, alors vous êtes là, Jérôme. Les motos, ils ont aussi des problèmes de logistique et de véhicules, alors s'ils se déplacent à moto. C'est très bien, les motos. Hein. C'est pour se déplacer rapidement, un peu en arrière du front. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne idée, oui, bien sûr. Ah, alors, vous voyez, moi, je pensais que c'était plutôt une preuve de pénurie technique. Ça n'empêche pas. Ce sont des buggy aussi. Des buggy. Oui. Ils sont très pratiques. Oui, ils utilisent beaucoup de véhicules civils en réalité, parce qu'il y a effectivement aussi quand même un manque de véhicules blindés. L'armée russe, c'est une armée qui s'est beaucoup développée en effectif, mais qui a réduit le nombre de ces véhicules de combat, de véhicules blindés. Donc, alors, il y a des blindés, il y a des buggy, il y a des motos, et vous diriez que ça prouve plutôt que les Russes mettent effectivement le plus de force possible dans la bataille. Oui, forcément. Mais là où est Jérôme Garot, c'est là qu'en réalité le secteur principal, c'est pas Kharkiv actuellement où les choses les plus dangereuses. C'est pour ça que c'était intéressant d'aller là. Se passe pour les Ukrainiens, c'est dans cette région d'Avdiivka où ils pressent énormément.
à Tchersiviar aussi. C'est là, en fait, les secteurs principaux pour les Russes. Mais alors, Michel, Boudanov dit on n'a pas de réserve, mais ils vont quand même essayer d'aider Kharkiv, même si c'est pas crucial. Eh bien, alors, pardon, ça veut dire que la situation est critique. Parce qu'ils vont devoir bouger des hommes. Et donc, ils vont devoir s'exposer. Et donc, la suite attendue et la plus redoutable, c'est Donetsk, Avdiivka, Tchersiviar. C'est là que les choses les plus graves, enfin les plus dangereuses pour les Ukrainiens. Et comment faire alors ? Comment freiner ça ? Là, il y a eu un problème, effectivement, aussi. Il y a eu forcément des problèmes. Dans mais comment faire maintenant ? Je pense que ce serait une erreur d'épauler, de sortir des forces de Tchersiviar et d'Avdiivka, où c'est difficile. Kherson, c'est une zone qui est en réalité relativement calme, où il ne se passe pas grand-chose. Vous avez un corps d'armée complet qui est à Kherson, corps d'armée des troupes de marine, donc l'élite. C'est le 30e corps qui a été constitué assez récemment, mais très objectif. Qui pourrait, bien sûr, qui lui, effectivement, pourrait constituer une réserve. Mais le problème, c'est qu'il est à Kherson. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à déployer un corps d'armée, de le déplacer complètement jusqu'à Kharkiv, ça prend du temps. Combien Non, mais moi, une semaine, 15 jours, je ne connais pas les contraintes de déplacement. Il faudrait, au moins une semaine. Allez, on va dire une semaine. Pour faire Alors, François, un an vite. Non, moi Comment est-ce que là, la situation la critique, elle est là, et les Ukrainiens n'ont pas les moyens. Non. Ils ont des difficultés. Après, je pense qu'ils ne parient pas non plus, si vous voulez, sur une offensive majeure sur Kharkiv, qui nécessiterait de mobiliser l'essentiel de leurs efforts pour la défense de Kharkiv. Enfin, je ne sais pas, moi je ne suis pas non plus militaire, mais on me dit que pour envahir, ou en tout cas lancer un assaut général sur la deuxième ville du pays, il faudrait, côté russe, à peu près 300 000 hommes. Qu'il n'y a pas en tout cas de visible du côté de la frontière, côté russe. Donc, ce que l'on voit là, bien entendu, mais ce que l'on voit là aujourd'hui au sud de la frontière russe, et au vu des effectifs dont parle Michel, c'est une offensive dite de reconnaissance, où on teste la capacité de riposte des Ukrainiens pour voir si effectivement ils se mobilisent, pour voir si la première ligne de défense tient, ou la deuxième, en sachant que la troisième sera beaucoup plus difficile à franchir. Ensuite, le nouveau patron des forces là, qui vient d'arriver effectivement sur la zone de Kharkiv... Alors, pardon, ça c'était une piste aussi, effectivement, parce qu'on n'en a pas parlé. Non, mais regardez, c'est l'Indépendant qui nous dit que la première réaction de Zelensky, vous en parliez Gilles, ça a été de changer le commandement de la région. Il a limogé le commandant de la région, donc ça veut dire quand même qu'il n'était pas content. Pardon, je termine là-dessus. Je termine là-dessus. Mikhailo Drapati, je ne le connais pas personnellement. Ce que je sais, c'est son parcours. Et dans son parcours-là, non seulement, effectivement, il a été l'adjoint du nouveau chef d'état-major de l'armée ukrainienne, qui lui-même s'était occupé de la reconquête de Kherson en 2022, et c'est surtout l'homme qui a aussi été l'homme de la contre-offensive sur Kherson. Je veux dire, ce sont des gens qui sont suffisamment malins, suffisamment inventif pour pouvoir trouver des dispositifs. Alors, ça va se faire dans la difficulté, personne ne le nie. Mais de là à penser que... Il est très bon, mais il ne va pas multiplier les pains. Non, bien entendu, mais il ne va pas non plus faire l'erreur stratégique qui serait de mettre à nu la totalité du front du Nord, du Donbass, pour pouvoir aller protéger Kherson qui ne sera pas envahi, en tout cas pas dans les 15 jours qui viennent. Non, mais c'est là où effectivement les Russes ont l'avantage, parce qu'on voit bien vers quelle stratégie ils se dirigent. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer d'épuiser les Ukrainiens en les faisant remonter une fois sur Kharkiv. Après, une fois qu'ils seront là, ils pourront décider d'attaquer à un autre endroit du front parce qu'ils ont la supériorité de la masse, les Russes. Alors que les Ukrainiens, en plus avec le manque de volontaires pour aller se battre sur le front, ils sont par définition en infériorité numérique. Donc c'est à la fois étirer le front et puis épuiser les Ukrainiens, même tout simplement physiquement, parce que quand vous changez des troupes et que vous les faites circuler d'un endroit à l'autre, d'abord ils connaissent moins bien le terrain, évidemment, quand ils arrivent. Et puis, il y a ce côté où vous ne savez pas où ça va attaquer la prochaine fois, si vous allez de nouveau être obligé de changer de position. Plus, je pense qu'ils ont aussi quand même peut-être un petit problème maintenant de confiance concernant le commandement, parce que c'est pas la première fois que Volodymyr Zelensky est obligé de limoger un responsable militaire pour en faire venir un autre, soit à cause de la corruption,
soit à cause de la mauvaise Il y a une conjonction conduite de des difficultés. opérations. Ouais. Donc aussi Michel Goya le sait mieux que moi, mais quand vous êtes en plus dans l'infanterie, par exemple, la confiance dans le chef, c'est quelque chose de primordial, évidemment. Pour rejoindre ce que disait Catherine, sur Tchassiviar qu'on voit sur la carte là, a priori, si les Ukrainiens dépeuplent un peu Tchassiviar et remontent sur Kharkiv, le ratio militaire va être de 1 Ukrainien contre 10. Ils vont se retrouver à 1 contre 10. Donc aujourd'hui, comment freiner l'offensive russe? Il y a 3 problèmes pour les Ukrainiens. On l'a dit, problème d'effectifs. On l'a dit, problème d'armement. L'armement est en route, mais surtout, le problème essentiel et qui inflige des coups pas possibles à l'armée ukrainienne, c'est la maîtrise du ciel. Là, il faut que les Ukrainiens puissent obtenir ce qu'il faut. Eh bien, on en parle tout à l'heure parce qu'il y a une proposition qui a été faite et qui est assez audacieuse, il faut le dire, mais qui peut-être sera nécessaire. On en parle tout à l'heure. Hein. Mais donc, on a changé le commandant. Donc, vous trouvez que c'est un réflexe pavlovien, si je puis dire, ukrainien. C'est quand même un indice que les choses se passaient pas très bien, que la défense n'a pas été forcément aussi bien organisée qu'elle aurait dû, très certainement, sinon le chef serait resté sur place. Mais en même temps, oui, on met en place quelqu'un qui a fait ses preuves. Quoi. La guerre, c'est aussi une méritocratie. Hein. Et qui est le numéro 2 de l'état-major de l'armée ukrainienne. On verra si ça porte des fruits. Troisième possibilité, recours, aide possible pour les Ukrainiens, là, tout de suite, hein, eh bien, c'est de faire appel au corps des volontaires russes. Vous vous rappelez de ces corps, du corps des volontaires russes? Eh bien, regardez ces images. Elles ont été fournies par ce même corps. C'est un blindé du corps des volontaires russes qui tire sur l'ennemi dans une des rues périphériques de Vovchansk, cette fameuse ville dont les Russes sont en train de s'emparer. Il y a presque plus d'habitants, il y en a plus que 300, 400, on en parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est le corps des volontaires russes. Voilà, c'est utile, ils sont pas très nombreux, mais ils ont des blindés. Oui, donc d'abord, oui, on voit qu'ils sont lourdement équipés quand même. Ouais. Non, mais ça représente quelques centaines d'hommes. En réalité, c'est un bataillon, quoi. Vous avez, je disais, il y a 6 régiments russes qui sont engagés. En face, vous avez 2 brigades. Un brigade-régiment, c'est à peu près sensiblement la même chose. Ukrainienne de manœuvre, des territoriaux. Et puis vous avez des bataillons de volontaires qui sont là, qui viennent compléter un peu les effectifs, dont les volontaires russes qui, c'était les mêmes qui s'infiltraient dans la région de Belgorod, mais ça représente quelques centaines d'individus à chaque fois. C'est pas une masse critique maintenant. Et voilà, peut-être que ce serait intéressant pour eux, c'est de continuer à s'infiltrer. En réalité, s'ils le peuvent, dans la région de Belgorod, oui, pour combattre un peu plus peut-être sur les arrières. On est dans une forme de combat on y revient un peu, une forme de combat de manœuvre. En réalité, dans laquelle les Ukrainiens se sont montrés meilleurs que les Russes. On n'est plus dans la guerre de position. Donc ça peut être, d'une certaine façon, ça peut être une chance aussi pour les Ukrainiens, en réalité. En tout cas, c'est très impressionnant de faire le point avec vous sur les difficultés ukrainiennes. Sur la base de ce que dit Boudanov, hein. On n'a pas de réserve. Les Russes poussent, ils n'attendent que ça. Dans un instant, on va examiner le 4e point de notre